Le Grand Bazar de Téhéran est le plus grand centre commercial du monde. Si vous n'y trouvez pas l'article que vous cherchez, c'est qu'il n'existe pas. Patience et habileté sont indispensables pour rejoindre le Grand Bazar de Téhéran. Au moins 40 à 50 000 personnes en font l'expérience chaque jour. À pied, en camion, en bus, en métro, en calèche, à moto ou en taxi, tous convergent vers le sud de la ville et vers le Grand Bazar, acteur central de la vie économique et sociale de la capitale. Les rues sont encombrées du matin au soir. Les conducteurs n'ont pas d'autre choix que de se montrer philosophes. Tout autour du bazar de Téhéran, un quartier de la ville à part entière, le visiteur est happé par une marée de couleurs, de parfums et de marchandises. Le fond sonore est lui aussi unique en son genre. De toutes parts résonnent les cris des marchands ambulants qui tentent d'attirer le chaland. Derrière le palais du Golestan, où résidaient autrefois les familles des Shahs d'Iran, se trouve l'entrée principale du bazar. Sous les coupoles ornées de faïences, se dévoile une véritable ville dans la ville. La fraîcheur et l'ombre offrent un refuge agréable. L'immense marché est ouvert tous les jours excepté le vendredi. Son système économique fait ses preuves depuis des siècles et les 16 millions d'habitants de l'agglomération de Téhéran ne pourraient s'en passer. Le mot « bazar » vient du farsi, la langue persane, et signifie tout simplement « quartier marchand ». Ici, les acheteurs n'ont que l'embarras du choix. Personne ne sait exactement combien il y a de vendeurs. On dit qu'il serait plus de 10 000. C'est dans ce dédale de ruelles, d'échoppes, de passages, de vitrines et de dépôts que bat le véritable cœur de la capitale iranienne. Le bazar de Téhéran n'est pas seulement un endroit d'échanges commerciaux où se concentrent boutiques et banques. On y trouve aussi des lieux sacrés, mosquées, reliquaires cachés et tombeaux. Le bazar a grandi avec la ville et n'a cessé de s'étendre, de se transformer et d'être réaménagé. Certains recoins sont encore faits de torchis datant du XVIIIe siècle. On aime bien l'ambiance du bazar parce que c'est la tradition. Généralement, on fait nos courses dans le centre-ville, mais aujourd'hui, on est venu parce qu'on est sensible au charme de ce lieu. Et en même temps, on y trouve tout ce dont on a besoin. La plupart des visiteurs sont des femmes qui veulent découvrir de nouveaux produits, tester des parfums ou simplement se promener de boutique en boutique. L'échoppe de Monsieur Kazemi est connue de tous. On dit qu'il a fait fortune grâce à ses noix et ses fruits secs. C'est en 1967, à peine âgé de 10 ans, qu'il a commencé à travailler ici.
Monsieur Kazemi jouit d'une certaine estime et d'une très bonne réputation. Lors de la pesée, il n'hésite pas à se montrer généreux et offre toujours de menus en cas aux pauvres et nécessiteux. Sa gamme de produits a de quoi impressionner. C'est un mélange de fruits secs qui résout tous les problèmes. Les Iraniens pensent que s'ils font un vœu au nom de l'imam Ali, leurs difficultés seront surmontées. C'est d'ailleurs comme ça que la révolution a triomphé. Ça, c'est un assortiment. Au Nouvel An, on en met sur un plateau qu'on présente à ses invités. Ces noisettes viennent d'Amérique. Elles ont une grosse coquille et pas grand-chose à l'intérieur. C'est ce que l'imam Khomeini disait de l'Amérique. Un tigre de papier, l'Amérique. Une coquille vide et rien d'autre. Ça, ce sont des amandes d'abricot. C'est très efficace contre les rides, les signes de vieillissement. Ça marche très bien. Voilà de l'épine vinette. Autrefois, c'était une plante sauvage qui poussait sur les hauteurs, mais aujourd'hui, elle est cultivée. On s'en sert pour décorer le riz avec des lamelles d'amandes ou de pistaches. On appelle ça nessar. Monsieur Kazemi emploie 3 personnes et possède un entrepôt où les noix sont grillées et travaillées. Ces pistaches haut de gamme et très demandées sont ouvertes à la main. Comme au bon vieux temps, Monsieur Kazemi conclut ses contrats d'une poignée de main. Ses clients peuvent être assurés que le prix correspondra à la qualité demandée. Un bon commerçant est celui qui sait garder ses secrets et réussit à garder la tête hors de l'eau sur des marchés où il y a beaucoup de remous et de fluctuations. Il doit avoir de l'intuition et sentir quand il faut acheter et vendre. Pour les noix, c'est comme pour les tomates. Quand il y a sur le marché de belles tomates de Karaj, elles sont vendues 500 tomans le kilo. Et quand il y en a moins, ou qu'on en trouve difficilement, leur prix atteint 5000 tomans, c'est-à-dire 10 fois plus. Il y a toujours des hauts et des bas, mais il ne faut jamais perdre de vue le sommet. Dans cette partie du bazar, les marchands de noix sont nombreux. Les sacs de pistaches s'empilent par dizaines. 400 000 tonnes sont récoltées chaque année dans le sud de l'Iran et une grande partie est revendue ici. Leur valeur nutritive et leur longue durée de conservation en font une collation très appréciée, mais aussi un excellent produit d'export. Contrairement à nos marchés, les magasins du bazar sont organisés par secteur et par groupe de métiers. Chaque corporation possède sa propre association, y compris les marchands de noix. Tous vendent les mêmes produits à quelques mètres les uns des autres. Et pourtant, ce serait un déshonneur d'aller courtiser la clientèle du voisin. Le bazar recèle bien d'autres trésors. Mehdi Sayesteh est bijoutier. Comme souvent, il est de bonne humeur et ne s'inquiète pas de l'avenir de son métier. Pas étonnant car le bazar des bijoutiers de Téhéran ne désemplit pas. Depuis des siècles, l'or et les bijoux sont la seule chose en laquelle les Perses ont réellement confiance. Mehdi Sayesteh vend des objets précieux, des brillants ou des émeraudes, et compte de nombreux amis dans le bazar. Sa corporation fait partie des plus anciennes en Iran.
Ici, c'est le marché des orfèvres, le cœur du bazar de Téhéran. Il rassemble plus de 1000 boutiques et grossistes, avec bien entendu la sécurité qui va avec. Il y a des galeries qui pourvoient de façon privée, comme ici. La vitre s'encastre à l'intérieur. Et ensuite, le volet roulant se referme d'en haut et assure une sécurité maximale. Des caméras et une grille solide protègent les articles de valeur. Avant, le bijoutier se contentait de tendre une ficelle lorsqu'il quittait sa boutique, mais cette époque est bien révolue. Le choix est gigantesque et en général, les prix ne sont pas indiqués. De nombreux clients viennent acheter des bijoux en vue d'un mariage, car aucune union ne peut être célébrée sans or, en guise de cadeau ou de dot. Avant de commencer la journée, du thé bien fort et un brin de causette sont de mise. Cela fait partie des coutumes iraniennes. Monsieur Sayesté peut ensuite se mettre au travail. Dans la pièce où il manipule les pierres précieuses, le bruit de fond du marché ne vient pas troubler le silence. Chaque jour, sa table voit passer des brillants ou des rubis d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. L'or et les pierres précieuses représentent un investissement. Surtout pour les femmes iraniennes qui les ont toujours considérées comme un bon placement et une source de profit. Cet aspect prime sur le plaisir de porter de beaux bijoux. Non loin du quartier où se concentrent les marchands d'or, se trouve celui des cordonniers. Un autre parmi les plus anciens corps de métier qui conservent des ateliers ici. D'autres artisans sont depuis longtemps partis s'établir dans les quartiers périphériques de Téhéran, où les loyers sont nettement plus abordables. Les matières synthétiques ont beau remplacer le cuir, ici tout est fabriqué à la main, de la forme au produit fini. Les cordonniers ne se soucient guère que leur atelier soit exigu, confiné, voire dangereux pour la santé. Pour eux, l'essentiel, c'est qu'il y ait du travail. Ici, tous sont fiers de leur artisanat et veulent continuer leur travail le plus longtemps possible, comme Monsieur Gassemi. Ça fait 50 ans que je travaille ici. 50 ans de labeur. J'ai commencé tout en bas de l'échelle pour arriver là où je suis. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai appris le métier petit à petit et maintenant, même à l'âge que j'ai, je continue à travailler. J'avais 7 ans quand j'ai commencé. Mon salaire était de 2 rials par jour, l'équivalent d'un seul ticket de bus. Il fallait 2 rials pour l'aller, 2 pour le retour, mais moi je n'en gagnais que 2. J'étais obligé de supplier le chauffeur pour qu'il me laisse monter gratuitement. Quand il voyait qu'il avait affaire à un enfant, il acceptait et ne disait rien. Il avait pitié. Avec les 2 rials que j'avais gagnés, j'achetais un rial de pain et un rial de confiture de coin. C'était tout ce que je mangeais de la journée. Mon petit déjeuner et mon déjeuner. Et à 10 h du soir, je rentrais chez moi. Monsieur Gassemi et les autres cordonniers ont parfois du mal à boucler leur fin de mois. Tous ou presque travaillent à la journée et sont payés au nombre de pièces et non à l'heure.
La plupart redoutent d'être un jour remplacés par des machines et que leur métier disparaisse. Mais malgré ces perspectives inquiétantes, il reste des jeunes pour s'intéresser à la cordonnerie. Je m'appelle Peyman. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. J'en ai 18 maintenant. J'ai laissé tomber les études et je suis entré chez un grossiste en chaussures. Mais comme la fabrication m'intéressait plus que la vente en gros, j'ai décidé de travailler dans une unité de production. Et j'aime ce que je fais. Mais pour combien de temps encore? À Téhéran comme ailleurs, de plus en plus de boutiques commercialisent des articles bon marché fabriqués en Chine, au mépris des artisanats locaux. Les ruelles où se vendent les produits modernes attirent beaucoup de monde. Des centaines de vendeurs ambulants doivent se frayer un chemin à travers cette foule compacte. Ils parcourent chaque jour 30 à 40 km en poussant leur fardeau. Sans eux, le bazar ne pourrait pas fonctionner. Ils sont là pour approvisionner les magasins et livrer la marchandise à la clientèle. Les magasins de textiles sont regroupés dans le quartier ouest du bazar. Mary Shariari est venue avec sa fille. Elle cherche un tissu pour se confectionner un nouveau tchador. Ici, elle n'a que l'embarras du choix. Ça dépend du lieu où vous allez le porter. Si c'est pour une cérémonie, on peut prendre de la dentelle ou de la guipure, un tissu léger. Le tchador de tous les jours qu'on met dans la rue doit être un peu plus épais et plus couvrant. Je le fais moi-même. Ma mère était couturière et je sais comment faire un tchador. Vérifier la qualité de l'étoffe et comparer les échantillons demande du temps et de l'expérience. Normalement, Madame Shariari ne porte pas de tchador, seulement un manteau et un foulard. Mais suite à un décès dans sa famille, elle veut se rendre dans un sanctuaire. Pour cette occasion, le tchador est plus approprié. Elle décide de chercher un modèle adapté dans le catalogue. Condition sine qua non, que son tchador ne glisse pas. Ces étoffes noires proviennent de Chine ou du Bangladesh. Mais c'est de la bonne qualité, affirme le vendeur. L'affaire est conclue. Monsieur Aziabi découpe 5 mètres de tissu. Tout d'abord, il faut un bon contact avec le client. Je dirais même que c'est le plus important. Les acheteurs s'attendent à ce qu'on leur accorde des réductions. Les Iraniens aiment bien faire de bonnes affaires et nous faisons tout pour les satisfaire. L'avantage du bazar, c'est que les prix y sont beaucoup plus abordables que dans les autres magasins, et donc les remises plus conséquentes. Le soleil a atteint son zénith, marquant l'heure de la prière. À l'une des entrées du bazar, sur la rue principale, on aligne les pierres de prière chiites sur un tapis. Chacun peut participer s'il le souhaite.
Mais alors que les plus pieux entament la prière, les nombreux vendeurs de devises, eux, poursuivent leurs affaires. Un muezzin bénévole, qui n'est autre que l'un des coursiers du bazar, loue Allah et son prophète. Pour les chiites, la célébration de 5 prières est d'usage, bien qu'il soit toléré que seulement 3 soient faites. Certains préfèrent quitter le bazar pour la prière de midi. La plupart choisissent d'aller prier dans les mosquées toutes proches, voire directement dans leur propre boutique. D'autres passent tout simplement leur tour. الله أكبر بحول الله قوتي أقوم وأقوم. Morteza Zedig a 39 ans. Il vient souvent ici pour dessiner. Pour reproduire les proportions, les voûtes, les anciens carreaux de céramique et les fenêtres, il fait appel à son sens de l'observation. Je m'appelle Morteza Zedig. Je suis professeur d'architecture à l'Université des sciences et de l'industrie d'Iran. Je suis en train de faire des dessins des plus belles pièces de notre patrimoine architectural. En ce moment, je travaille sur le Chimche Ajeb al-Dole, une galerie du Grand Bazar qui a plus de 100 ans. La nouvelle année approche et ce lieu déborde de vie. Une affluence de gens de tous les milieux. Être dans un tel endroit procure la sensation de pouvoir toucher tous les habitants de la ville en un lieu unique, avec les inspirations et les désirs qui sont les leurs. Ce lieu n'appartient pas à une catégorie d'âge bien définie. Contrairement à ce qu'on pense, les espaces publics anciens ne sont pas réservés aux vieilles personnes. On voit ici beaucoup de jeunes. L'ambiance est dynamique et vivante et nous offre une nouvelle expérience d'espace urbain. Les restaurants ne manquent pas dans le Grand Bazar de Téhéran. Et le plus souvent, c'est le chef en personne qui est à l'accueil. Ici, la clientèle est principalement féminine et vient s'offrir un moment de détente loin de la cohue. Riche, goûteuse et fraîchement préparée, la cuisine du restaurant Mir Ashraf est réputée pour sa qualité et ses prix abordables. On nous demande surtout des plats traditionnels, comme le riz aux fèves avec du poisson, du poulet ou de l'agneau. Après, si on veut manger quelque chose d'encore plus traditionnel, il y a le kebab koubidé ou le kebab djoudjé, des brochettes de viande. C'est ce qu'on nous demande le plus. Beaucoup de gens viennent ici uniquement pour ces plats-là qui sont nos spécialités. Dans le bazar, on ne compte pas moins de 50 mosquées et lieux de culte. La mosquée de l'imam Khomeini
est la plus grande de toutes. Après le calme de la mosquée, le visiteur retrouve la cohue du bazar. L'école religieuse, un lieu d'érudition qui fait partie intégrante du bazar et que l'on appelle Osé en farsi. Entre ces vieux murs, on enseigne les doctrines fondamentales de la foi chiite. Les turbans clairs de M. Islami et de son collègue indiquent leur statut de théologien. Ils administrent le Osé, mènent les débats théologiques et enseignent aux élèves qui vivent eux aussi sur place. Juste à côté se trouvent les salles de prière, l'administration et la bibliothèque. Les érudits du Osé conseillent également les commerçants et veillent au bon ordre du bazar. Un marchand musulman doit d'abord apprendre les règles, savoir ce qui est licite, halal, ou illicite, haram. Ensuite seulement il pourra entrer sur le marché du travail. Autrefois, il était d'usage que les bazaris, les marchands du bazar, aillent directement à l'école religieuse le matin, avant même de commencer leur journée, pour apprendre l'art du commerce. Et à midi, ils revenaient ici pour faire leur prière. Les chiites, comme M. Islami, pensent que la religion doit passer avant le commerce, mais aussi avant la politique, l'économie et le droit. L'État iranien n'a aucun pouvoir sur ces écoles religieuses qui sont financées essentiellement par des dons et des fondations. Pourtant, leur influence est loin d'être négligeable. Les religieux et les étudiants constituent en effet un vaste réseau disposé à perpétuer les principes islamiques. Retour à des considérations plus profanes. Dans cette boutique, ces femmes créent des textiles ornementaux. Nous faisons des tapis de prière, des toiles d'emballage, toutes sortes de nappes et de couvre-lits. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent ici, mais on ne les voit pas. Pourtant, elles sont très actives. Elles sont nombreuses à travailler dans tous les ateliers. Ces couturières travaillent sur une étoffe au tissage serré appelée termé. Ce cachemire iranien est fabriqué depuis le XVe siècle dans la province de Yazd. Mais il n'est plus tissé à la main depuis longtemps. Les motifs, en revanche, sont les mêmes depuis des siècles. Aujourd'hui, il est rare de voir des textiles travaillés directement dans le bazar. Mais la direction de la maison du Termé s'efforce de ressusciter cette tradition. Cela demande beaucoup de main-d'œuvre. On commence à 8h30 et on finit à 6h moins le quart. On a des horaires corrects. Par rapport à d'autres emplois, le travail est plus simple et en même temps plus propre. C'est 1000 fois mieux. C'est, comment dire, léger, doux, sans aucune brutalité. Certains travaux sont durs et pénibles, mais pas celui-là. Couvertures, chaussures, coussins ou sacs recouverts de ce tissu sont très prisés. Certaines rêvent de s'acheter un morceau de cette précieuse étoffe
pour se coudre l'objet de leur choix. Le cyprès courbé est représenté sur pratiquement tous les tissus. Il symbolise le fait que l'être humain doit s'incliner devant le Tout-Puissant. Mais d'autres motifs sont également appréciés en Iran. On dit de ce motif cachemire ou motif Paisley qu'il représente la colère et la réconciliation, les deux qui s'entendent et les deux qui sont brouillés. Là, c'est Majnoun, un personnage de conte persan bien connu des Iraniens, Layli et Majnoun. Selon le côté d'où on le regarde, il révèle un sens différent. Celui-ci, c'est une fleur dans un pot. Celui-là, on l'appelle la mère et l'enfant. C'est un grand termet qui porte en lui 2 enfants. Chaque étoffe peut compter jusqu'à 12 couleurs différentes. Le responsable du magasin, M. Safai, connaît tous les secrets du termet, y compris les origines de sa fabrication. On raconte une petite histoire à propos de l'origine du Cachemire. Autrefois, lorsque les filles atteignaient l'âge de se marier, elles n'étaient pas autorisées à annoncer à leur père leur intention. Alors, pour dire qu'elles étaient prêtes, elles tissaient une pièce de termet d'1 mètre sur 2. L'apprentissage commençait dès l'âge de 5-6 ans avec la mère. C'était un travail dur et pénible. On laissait pousser les ongles des fillettes et on pratiquait un trou au milieu pour y faire passer les fils. Les doigts remplissaient en fait la même fonction que les lamelles d'un métier à tisser. Le tissage d'une pièce pouvait prendre 4 à 5 ans. Et plus les fils étaient nombreux, plus le cachemire était doux et fin. Une fois le travail fini, les parents savaient officiellement que leur fille était prête. Le prétendant pouvait alors demander sa main. La première chose qu'on lui montrait ainsi qu'à sa famille, c'était ce travail finement exécuté, pour bien mettre en avant les qualités artistiques de la future épouse. Depuis peu, Pouria Kamari, 24 ans, tient une petite boutique qui ne désemplit pas. Il y propose tous les accessoires nécessaires à la fabrication de tapis muraux. Ce client souhaite offrir un cadeau à sa mère. Elle a appris le tissage et veut confectionner une fresque murale. Reste à sélectionner le modèle dans l'imposant catalogue. Le choix est énorme et le client indécis. Pourquoi pas une image typique de la Perse antique? Finalement, ce sera une nature morte. Pour à peine 10 €, Pouria fournit les écheveaux de laine et le matériel. L'univers du tapis persan a toujours passionné Pouria. Mais sa famille trouvait que ce n'était pas un métier convenable pour un homme. Il a donc été contraint de vendre des vêtements, puis des filtres à air pour voitures. Et puis, il a fini par s'imposer. Il a appris le tissage et en plus de la vente, il se spécialise désormais dans les créations en relief. L'art du tapis est l'un des plus anciens en Iran. Le plus vieux tapis connu est celui de Pazyryk, actuellement conservé en Russie. Il date de 2500 ans. En Iran, le tapis a toujours été considéré comme un art. Et chaque époque a apporté son lot de nouveautés. Actuellement, ce sont les motifs en relief. Ici, comme on le voit, la partie qui va être taillée est encore lisse et régulière. À l'aide de ciseaux, on pratique des coupes à l'intérieur, en enlevant une couche. Il faut faire très attention à l'angle de coupe en fonction des motifs, qui peuvent être un paysage ou un visage.
Par exemple, pour travailler un verset du Coran reproduit sur un tapis, il faut essayer de garder les ciseaux à un angle de 45 degrés, sinon on risque de le trouer. Il faut une certaine dextérité et beaucoup d'expérience. C'est vraiment tout un art. Dans l'arrière-boutique, Pouria a également recours à une machine qui facilite la fabrication des tapis muraux. Elle sert à tendre la trame. Nous sommes les seuls à Téhéran à installer des fils à l'intérieur des métiers à tisser avec une machine. Elle nous permet de faire le travail d'une quarantaine de personnes à la fois. Autrement dit, si 40 ouvriers se mettaient à installer des fils en même temps, ils obtiendraient le même résultat. Pouria s'est formé dans un des centres culturels de Téhéran. Dans cet ancien abattoir, la ville a installé des ateliers d'apprentissage tels que celui-ci. Avec une infinie patience, Madame Mirzaï enseigne toutes les ficelles de cet artisanat unique. Nous sommes ici au centre culturel de Ravaran, dans le sud-est de Téhéran. C'est le plus grand de la capitale. Dans nos ateliers, on apprend à tisser aussi bien des tapis que des kilims. Nous enseignons également toutes sortes d'autres métiers manuels et artisanaux traditionnels. Nous avons la chance de bénéficier d'un beau cadre naturel. Ceux qui s'intéressent à nos activités viennent soit en amateur, soit dans un but professionnel. Certains en font leur métier et d'autres occupent simplement leur temps libre avec ce qu'ils ont appris. Les Iraniens sont réputés dans le monde entier pour leur maîtrise de l'art du tissage des tapis. Rien que dans ce passage, on ne compte pas moins de 400 négociants. Ici sont entreposés plusieurs millions d'heures de travail et plusieurs millions d'euros de marchandises. Le bazar au tapis d'Ispahan ou celui de Tabriz sont certes plus réputés que celui de Téhéran, mais l'association des marchands de tapis de la capitale compte tout de même près de 7000 membres. L'Iran est le premier exportateur de tapis au monde. La vente de tapis est une affaire d'hommes et la spécialité de nombreux commerçants. C'est le cas de monsieur Nasser. Il propose des produits qu'il est lui-même allé acheter dans des régions bien précises. C'est un tapis Héris de Tabriz. Nous avons à Tabriz deux catégories de tapis. L'une en laine et soie comporte des motifs bien particuliers comme celui-ci. Les Turcs en ont fait des copies qui ont eu pas mal de succès dans le monde. Ils les ont appelés Ereke. Là, au milieu, vous avez le motif caractéristique du cédra, que vous ne trouverez pas sur les autres tapis, et l'étoile à 8 branches au centre. Les colorants sont tous d'origine végétale, et le tissage tellement régulier qu'on peut l'exposer à l'envers. D'ailleurs, comme ça, le dessin ressort mieux. Celui-ci est un tapis de prière qui se compose d'un mihrab, un emplacement pour la tête et de 2 emplacements pour les mains. Vous trouverez le mihrab dans les anciennes mosquées et maisons. Monsieur Nasser aime cette diversité de couleurs et de motifs. Côté fabrication aussi, les techniques varient.
Ça, c'est un kilim. La façon de tisser un kilim est différente. Le tapis normal est fait des nœuds de fil de laine, alors que dans le kilim, les fils de laine sont simplement serrés et tassés. Nous, les Iraniens, c'est sur les tapis qu'on apprend à marcher. Leurs couleurs et leurs motifs sont gravés dans notre mémoire. Ils nous accompagnent. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé les tapis. Et dans notre maison, il y avait toujours des pièces faites à la main. Il faut dire que mon oncle était marchand de tapis. En grandissant, les tapis, c'est devenu une passion. Environ 5 millions d'Iraniens sont aujourd'hui impliqués de près ou de loin dans la fabrication ou la vente de tapis, même si le marché s'est ralenti avec la baisse du pouvoir d'achat. Les restaurateurs de tapis ont toujours beaucoup à faire, mais les salaires sont trop bas. Tous travaillent dur du matin jusqu'au soir. Les femmes nous demandent d'apporter de l'argent, toujours plus d'argent. Elles ne nous demandent pas où nous sommes, ni ce que nous faisons, juste de l'argent. Mes enfants ont choisi une autre profession. Ma fille est étudiante et mon fils fait autre chose. Il a appris le métier, mais ça ne l'intéresse pas trop. L'éclat du passé continue d'illuminer le grand bazar de Téhéran. Si la crise économique a forcément eu un impact, il n'y a guère d'inquiétude à avoir quant à sa survie. Le grand bazar de Téhéran restera le cœur de la capitale iranienne. کجا دست